Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 21 juin. Le méga projet gazier transsaharien TSGP se concrétise. Ce gazoduc long de 4000 km doit relier l'Algérie, le Nigeria et le Niger au continent européen et acheminer jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulraït. Au menu des entretiens, les préparatifs du sommet arabe à Alger prévu les 1er et 2 novembre et les questions majeures de la scène politique arabe. Un deuil national de 3 jours est décrété au Mali au lendemain du massacre spectaculaire de 132 civils par des terroristes dans le centre du pays. Et dans le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine se dit fier de l'action de ses soldats en Ukraine et promet de renforcer encore son armée. Bonsoir à tous. TSGP, l'importance stratégique de ce gazoduc long de 4000 km devant relier 3 pays africains au continent européen a été soulignée depuis la capitale nigériane Abuja par le ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Arkab. Ce méga-projet transsaharien est le fruit d'une coopération entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Il devra acheminer jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l'Europe et contribuer au désenclavement énergétique d'une partie de la région du Sahel. Kherdin Batash. Poser les premiers jalons du projet en prévision de sa concrétisation dans les plus brefs délais. L'Algérie, le Niger et le Nigeria font un grand pas vers la réalisation du fameux gazoduc transsaharien TSGP. En conclave à Abuja, les 3 ministres de l'énergie se sont entendus sur la nécessité de passer à la vitesse supérieure dans la conception de cette nouvelle dorsale de plus de 4000 km reliant les 3 pays à l'Europe. Pour cela, une feuille de route a été élaborée, comprenant la constitution d'un groupe de travail pour les besoins de l'étude de faisabilité. De par ses infrastructures existantes et naissantes, l'Algérie reste l'élément clé de la réussite de ce projet. L'expertise du groupe Sonatrach dans l'élaboration d'infrastructures d'envergure étant un atout supplémentaire dans un contexte géopolitique et énergétique marqué par une très forte demande sur le gaz et le pétrole. Mais l'Algérie dispose également d'une autre pièce incontournable sur l'échiquier énergétique en Afrique, celle d'une stabilité politique durable et solide au sein d'une région caractérisée par de nombreuses failles sur le plan sécuritaire. L'un des enjeux stratégiques de ce méga-projet reste donc l'inclusion économique d'une partie du Sahel à travers l'alimentation des régions du nord, du nord-est et du centre du Nigeria, ainsi que le Niger, le Burkina Faso, le Mali ou encore le Tchad. Pour les pays exportateurs, le jeu en vaut largement la chandelle si l'on considère que 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel seront pompés du Nigeria via le Niger et l'Algérie vers l'Europe, un continent qui étouffe sur le plan énergétique. Une nouvelle réunion tripartite devant réunir le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, avec ses homologues nigériens et nigérians est prévue dès le mois prochain. Et je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulraït. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères Abdallah Mamra ainsi que du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalef. Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est exprimé à l'issue de cette audience. J'ai été honoré cet après-midi d'une rencontre très positive avec le président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons discuté globalement de la situation mondiale, régionale et arabe avec beaucoup de profondeur. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les points de vue du président et ses réels centres d'intérêt arabes
ainsi que ses analyses de la situation mondiale délicate en ce moment. J'ai remis à Monsieur le Président un rapport complet sur nos conclusions, à moi et mon ami Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, dans le cadre des préparatifs de ce prochain sommet. Il y a une sérieuse préparation du côté algérien pour la tenue de ce sommet les 1er et 2 novembre prochains. Organisation du prochain sommet arabe, les choses se mettent en place. Les préparatifs de ce sommet, prévu dans la capitale algérienne les 1er et 2 novembre prochains, a fait ce mardi l'objet d'entretiens à Alger entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. Les deux parties ont également abordé des questions majeures de la scène politique arabe, notamment le dossier palestinien et encore le retour de la Syrie à la Ligue arabe. Souhila Akilal. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a été reçu ce mardi par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, dans le cadre d'une séance de travail consacrée à l'état d'avancement des préparatifs du sommet arabe prévu le 1er et 2 novembre 2022 à Alger. Étant un véritable acquis pour l'action arabe commune, les deux parties veulent assurer le succès de cet important événement. Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est d'ailleurs engagé à apporter tout son soutien à l'Algérie pour que le sommet se déroule dans les meilleures conditions, compte tenu de son importance. En plus des préparatifs du sommet, Aboulghait et Lamamra ont abordé les grands dossiers d'actualité, tels que le retour de la Syrie à la Ligue arabe, la situation politique et sécuritaire chaotique en Libye et au Yémen, le dossier tunisien, le soutien à la Somalie, sans oublier la cause palestinienne, au centre de toutes les rencontres. Des questions majeures de la scène politique arabe et pour lesquelles la recherche de cohésion réside justement dans l'organisation de ces grands événements. L'Algérie n'a de cesse d'ailleurs d'évoquer la nécessité de redoubler d'efforts pour promouvoir l'action arabe conjointe face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes et notamment pour soutenir la cause palestinienne. À ce propos, Alger a préparé le terrain en accueillant les fractions palestiniennes en insistant sur l'importance du soutien de tous les pays. L'Algérie œuvre donc à réactiver et renforcer l'action arabe commune. Le prochain sommet sera une belle opportunité. En parlant de questions arabes en Libye, alors que la feuille de route tracée par le gouvernement d'Union nationale arrive à expiration ce mardi, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a réitéré que les élections étaient la seule option pour les Libyens, espérant que les efforts espagnols et européens en appui à la mission d'appui des Nations Unies en Libye conduiraient à une solution constitutionnelle. Une déclaration faite après avoir reçu à Tripoli l'ambassadeur d'Espagne en Libye, Javier Larache. Je vous en parlais en titre au Mali. Plus de 130 civils ont été tués au cours du week-end dans le centre du pays lors d'attaques attribuées par le gouvernement à des terroristes. Des scènes de massacres systématiques ont été rapportées. Le point de la situation avec Safouane Ben Sabri. Le Mali est endeuillé suite à une attaque terroriste sanglante dans le sud du pays, un drame ayant emporté la vie de 132 civils. L'attaque, attribuée à des groupes terroristes de la Katiba Massina, un groupe affilié à Al-Qaïda, a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche. Le chef de l'État malien, Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attentat. Les terroristes seraient arrivés vers 16h à bord de motos et ne seraient repartis qu'au milieu de la nuit. Le groupe armé a mis le feu aux marchés, aux habitations et aux boutiques de commerçants, saccageant tout sur leur passage, avant de procéder à l'enlèvement et à l'exécution des hommes du village. Finalement, ils ont amené les gens devant, ils ont regroupé les gens, et après avoir brûlé l'ensemble des boutiques, ils ont mis le feu au marché, ils ont brûlé les boutiques, ils ont saccagé ce qu'ils veulent emporter, ils ont pris, ils sont partis. Le Mali n'avait pas connu d'attaque aussi sanglante visant des civils depuis 2019. 130 civils avaient été tués dans un raid d'une milice armée dans le centre du pays. Le Mali vit depuis 2012 une crise sécuritaire que les autorités tentent tant bien que mal de résoudre.
Et à noter qu'un deuil national de 3 jours a été décrété par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en hommage aux victimes de cette attaque terroriste perpétrée, je vous le rappelle, contre des civils dans la région de Bandiagara, au centre du pays, dans la nuit du 18 au 19 juin. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil national à compter de ce mardi. On enchaîne avec cette information. Les Européens et le Maroc ont lancé le plus large exercice militaire du continent africain, l'African Lion 2022. Ces manœuvres annuelles se déroulent jusqu'au 30 juin avec une première cette année, la participation de l'entité sioniste Souad Ben Batouche. Sortir par la petite porte pour revenir par la bouche d'aération, un jeu auquel se prête bien l'entité sioniste pour tenter de mettre à tout prix un pied en Afrique, et ce avec l'aide de ses habituels soutiens, les États-Unis et le Maroc. Chassés par les poids lourds de la diplomatie continentale lors du dernier sommet de l'Union africaine, après la suspension du statut de membre d'observateur au sein de l'organisation, un statut offert d'ailleurs à travers ses lobbies et ses financements occultes par le Makhzen, et ce en guise de bienvenue après la signature des accords d'Abraham en août 2020. Ces accords promus par l'oncle Sam, faut-il le souligner, offrent à l'entité sioniste une occasion de se refaire une virginité et de se vendre en tant que partenaire pour la paix, une entité pourtant qualifiée par nombreux pays et organisations internationales de régime d'apartheid et d'État terroriste, alors qu'il exerce son joug colonial sur les Palestiniens depuis plus de 70 ans et tente de s'imposer en maître incontestable dans la région du Proche-Orient avec le soutien historique et indéfectible des États-Unis. La participation de l'entité sioniste pour la première fois au plus grand exercice militaire dans le continent africain, annoncé par l'Africom, aurait pu passer comme une lettre à la poste, si ce n'est le contexte régional actuel, celui de la reprise de la lutte armée par le peuple sahraoui après la violation du cessez-le-feu par le Maroc en novembre 2020, mais aussi la belliqueuse politique menée par le Makhzen à l'encontre de son voisin l'Algérie et qui d'ailleurs a engendré la rupture par Alger en août dernier des relations diplomatiques avec Rabat. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle manœuvre d'imposer aux frontières algériennes l'entité sioniste ne fera que confirmer les rôles expansionnistes du Makhzen et de Tel Aviv, tant décriés et dénoncés par Alger. Et s'agissant de la question du Sahara occidental, l'Afrique du Sud a réaffirmé ce mardi son soutien indéfectible à cette cause. Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a organisé une conférence de presse avec la délégation des femmes sud-africaines conduite par Pamela Choueté, vice-ministre des établissements humains, parlementaire et membre de l'exécutif national de l'ANC. Après avoir visité les camps de réfugiés sahraouis, la délégation sud-africaine a été reçue par la ministre algérienne de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kerikou. Pamela Choueté est notamment revenue sur les relations historiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et l'importance stratégique du soutien à la lutte du peuple du Sahara occidental. L'Occident et quelques autres pays sont contre la cause de la libération des peuples, particulièrement en Afrique, parce que c'est l'unité africaine qui est combattue et cette dernière demeure notre objectif historique. Même si nous sommes aujourd'hui indépendants, il y a encore des gens qui contestent cet état de fait, même dans nos propres pays. Il y a encore des courants qui sont contre la cause de la libération africaine. C'est un combat qui n'est pas simple. Nous sommes conscients que notre cause a des ennemis. Et je vous propose d'écouter à présent à Magdalene Mounsami, la présidente de Women Justice Foundation. Nous avons besoin, en tant que formation politique et organisation de la société civile, de comprendre la dimension stratégique et tactique de la solidarité internationale. La contribution de l'Algérie envers l'Afrique du Sud a été capitale en termes de solidarité internationale. Et cette solidarité est effective et ne s'est pas contentée de verbiage. Ceci s'est traduit par un appui militaire concret
en armement et en instruction. En tant que représentante du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui, je crois que l'Afrique du Sud est dans l'obligation d'offrir un soutien opérationnel au peuple sahraoui en lutte. À ce propos, j'ai discuté avec le président sahraoui Brahim Ghali en lui disant que j'étais prête à me rendre sur le front. Nous n'avons pas peur de combattre pour la cause de la libération. L'oppression, ils en connaissent un bout. Les Palestiniens sont sceptiques quant à une éventuelle évolution dans le processus de paix, toujours dans l'impasse, et à un arrêt de la politique de colonisation. La rue palestinienne s'exprime au lendemain de la dissolution du Parlement de l'entité sioniste occupante. En ce qui concerne la politique du colon à l'égard des Palestiniens, je pense qu'elle ne sera pas différente des deux gouvernements précédents. Les colonies se poursuivront car il s'agit d'un projet sioniste. La deuxième question, c'est qu'ils continuent de tourner le dos à la cause palestinienne et à la voie politique, alors que les pressions en général et l'emprise sécuritaire se poursuivent parce que pratiquement les mêmes visages se retrouvent dans le gouvernement précédent et le gouvernement de transition. L'ironie est que les élections ont eu lieu au sein de l'entité qui nous occupe 5 fois en 4 ans et que nous, en tant que Palestiniens, sommes privés de notre droit aux élections, nous sommes privés de notre droit d'élire des représentants législatifs et des représentants au Conseil national et un président qui parlerait pour nous. Le gouvernement de l'occupation actuelle a échoué sur tous les plans. Il a mené des activités de colonisation plus rapidement que n'importe quel autre gouvernement auparavant. Et il insiste, comme le gouvernement précédent, à poursuivre le système d'apartheid et d'occupation contre le peuple palestinien. Nous ne fondons aucun espoir sur les élections sionistes. Car malheureusement, il n'y a aucune différence entre Naftali Bennett, Netanyahou ou encore Lapid. Ils veulent tous poursuivre l'occupation, ils refusent tous de s'engager dans un quelconque processus de paix et leur objectif principal est d'utiliser la force contre le peuple palestinien. Le Liban, plongé dans une crise économique sans précédent, pourrait expulser les réfugiés syriens sur son territoire si la communauté internationale ne l'aide pas à les rapatrier. Une menace proférée par le Premier ministre libanais Najib Mikati. Le Liban accueillerait environ 1,5 million de réfugiés syriens, soit le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. Karim Bouaziz. On le dit pondéré, calme et discret, connu tout aussi pour soigner ses relations avec les Occidentaux. Pourtant, c'est un Najib Mikati bien différent qui tonne et sonne la sonnette d'alarme lors de la cérémonie de lancement du plan national intitulé « Plan à la crise au Liban 2022-2023 ». La communauté internationale est appelée de toute urgence à l'aide pour le rapatriement des quelques 1,5 million de réfugiés syriens, sans parler des 200 000 autres Palestiniens. Faute de quoi, une décision devra être prise. J'appelle tout le monde à coopérer avec le Liban pour rapatrier les déplacés syriens. Faute de quoi, le Liban prendra une décision qui n'est pas souhaitable pour les pays occidentaux, à savoir l'expulsion des Syriens du Liban de façon légale, en appliquant strictement les lois libanaises, et cela mènera à leur expulsion. Nous devons travailler tous ensemble pour régler cette situation dans les plus brefs délais. Depuis le début de la crise syrienne, le pays de s'être plongé dans un marasme économique et politique qui n'a fait que s'aggraver depuis, a vu le nombre de victimes des bombardements otanesques dans sa croisade anti-Bachar augmenter exponentiellement. De son côté, le ministre des Affaires sociales Hector Hadjar, faisant écho au chef du gouvernement, mais de manière un peu plus nuancée, a évoqué le lancement dans les prochains jours d'une initiative pour le retour des réfugiés syriens. En dépit du respect du droit international du non-refoulement, la situation difficile du pays inciterait à des mesures expéditives. Expéditives, pas uniquement puisqu'en tête des mesures que le Liban compte adopter figure la réactivation du processus du retour volontaire des déplacés. Rien de nouveau au fond, une mesure suspendue l'année dernière car mal vue par les Occidentaux, laquelle a poussé le gouvernement libanais en coordination avec les autorités de Damas à solutionner la crise des réfugiés et permis le rapatriement des milliers d'entre eux.
Depuis 2015, 9 milliards de dollars d'aide ont été fournis dans le plan pour solutionner la crise libanaise. 3,2 milliards sont demandés actuellement pour faire face à la crise actuelle syrienne. Une aide fournie à l'aide de prêt, rappelons-le, c'est-à-dire en échange de réformes structurelles. À savoir un cocktail avec celui du problème des réfugiés qui pourrait davantage plonger le Liban dans peut-être la pire crise de son histoire. Dans l'actualité également, après les géants énergétiques, notamment l'italien Eni, le français Total Energy, le Qatar a annoncé la sélection d'ExxonMobil comme partenaire de Qatar Energy dans le projet Northfield East, la seconde compagnie américaine devant prendre part à ce méga-projet gazier après ConocoPhillips. Quand tout sera annoncé et fait, notre expansion aura desservi 50% de l'Est de Suez et 50% de l'Ouest comme nous l'envisageons, surtout que certains contrats arrivent à terme. En fin de compte, le marché déterminera si cela devient 60 ou 40%, que ce soit en faveur de l'Est ou l'Ouest. Ce sera une question d'offre et de demande, mais les conditions actuelles sont un enjeu de court terme. Le projet que nous avons signé aujourd'hui est prolongé sur 27 années à compter du jour de production, donc de 2026 à 2054. ExxonMobil est honoré de participer au projet contribuant à étendre la capacité de Qatar Energy, GNL en particulier, à un moment aussi critique. Maintenant, plus que jamais, nous voyons à quel point l'accès à une énergie fiable, abordable et plus propre est essentiel. ExxonMobil et Qatar Energy partagent un engagement à fournir de manière fiable et responsable l'énergie dont tout le monde a besoin. Notre investissement dans la nouvelle production du champ nord du Qatar aidera à répondre à la demande croissante, à compenser l'épuisement et à équilibrer les marchés mondiaux. Je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine s'est dit fier ce mardi de l'action de ses soldats en Ukraine et a promis de renforcer encore son armée. Poutine s'exprimait au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de son armée. Nous sommes fiers qu'au cours de l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Des soldats russes de différentes nationalités se battent au coude à coude. Dans cette unité, dans la foi de la justesse de leur cause, dans l'énorme soutien populaire que nos soldats ressentent, se trouve la grande force invincible de la Russie. Notre armée et notre marine s'améliorent dans tous leurs segments les plus importants conformément aux exigences d'aujourd'hui. Et cette amélioration profitera à l'armée et à la marine et à toute l'organisation militaire de l'État. Il n'y a aucun doute que nous serons encore plus forts. Нет никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее. Pendant ce temps, les Occidentaux accusent la Russie d'être à l'origine d'une crise alimentaire mondiale et de la flambée des prix du blé. La Russie a rejeté en bloc ces accusations. Les observateurs évoquent une série anormale de problèmes qui sont derrière le fléau de l'envolée des prix des céréales et l'insécurité alimentaire. Les précisions avec Mohamed Ouali. Les Occidentaux accusent la Russie d'être à l'origine du développement d'une crise alimentaire mondiale et de la flambée des prix des céréales. Depuis plusieurs semaines, une inflation galopante frappe de plein fouet le monde entier, particulièrement l'Europe et les États-Unis. Lorsque plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les entrepôts ukrainiens et que quelqu'un empêche cette nourriture d'atteindre les consommateurs, quelqu'un va souffrir de la faim. Il s'agit d'une tentative délibérée d'utiliser la nourriture comme arme de guerre. Moscou renvoie la balle aux accusateurs et voit dans l'augmentation des prix une conséquence des politiques occidentales. La situation n'est pas compliquée seulement à cause du conflit russo-ukrainien, mais également à cause des températures anormalement élevées.
L'Inde, deuxième producteur au monde, a dû interdire ses exportations de blé pour assurer sa propre sécurité alimentaire. Aux États-Unis, la campagne de récolte est considérée comme la plus lente depuis 20 ans. Pour les analystes, cela pourrait contribuer au problème. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, la Russie et les Occidentaux s'accusent mutuellement d'être les responsables d'une potentielle pénurie alimentaire sur la scène internationale, dont les pays les plus vulnérables en pâtissent. Allez, parlons sport à présent. Les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est dans 4 jours et tout est fin prêt pour la couverture médiatique de l'événement. Selon le ministre algérien de la Communication, Mohamed Bouslimani, tous les moyens et équipements pour les professionnels des médias seront mis à disposition au niveau d'un centre international de la presse. Le centre est fin prêt, équipé d'une technologie nouvelle, 140 ordinateurs, des studios et 200 postes équipés. Le problème récurrent qui poursuivait les journalistes et qui revenait à chaque fois, à savoir la connexion Internet au débit, je tiens à vous informer qu'il a été définitivement résolu. Aujourd'hui, le CPI a été doté d'un débit de 200 mégas à la seconde. Les journalistes présents à Oran et qui ne pourront pas faire le déplacement dans les différentes infrastructures sportives pourront jouir d'un écran géant mis à l'occasion et où toutes les disciplines seront diffusées en direct. Le centre de presse leur permet de travailler à distance et sans se déplacer. Et toujours en parlant des Jeux méditerranéens, le stade de Sig dans la wilaya de Mascara a été choisi pour abriter les compétitions de football dans le groupe A et B, y compris les matchs de la sélection algérienne. D'une capacité de 20 000 places, cette enceinte footballistique fait partie d'un pôle sportif comprenant un stade d'athlétisme, une piscine olympique et d'autres espaces dédiés aux activités sportives. D'Oran, notre envoyé spécial Faisal Salah. L'inauguration du nouveau stade s'est faite en grande pompe. Une enceinte qui portera le nom d'Abdelkrim Kerroum, en hommage à son parcours légendaire avec l'équipe du FLN. Le stade de Sig était baptisé par le Wali de Mascara et Mohamed Maouch. Aujourd'hui, je suis très content qu'on a pensé à baptiser ce stade au nom de Haj Abdelkrim Kerroum, un héros de la glorieuse équipe combattante du FLN. Le stade d'Abdelkrim Kerroum accueillera des matchs du groupe A et B, y compris 2 matchs de l'Algérie. Le public sigois sera présent le 26 juin pour soutenir les Verts face à l'Espagne. Tout le monde est satisfait, voilà, c'est la population qui est tout en joie. On attend avec impatience ces jeux-là. Le complexe sportif SIG couvre une surface de 11 hectares. Cela inclut outre le stade de football avec une capacité de 20 000 spectateurs. Ce stade, construit par une entreprise algérienne, fait partie d'un complexe sportif composé également d'une salle de sport de 500 places, d'un stade d'athlétisme et 3 piscines. Et pour assurer la promotion de ces Jeux, l'Agence nationale d'édition et de publicité, l'ANEP, s'est chargée d'accompagner l'organisation de ces Jeux en étant le partenaire officiel des JM d'Oran. Iman Merad. À l'approche du coup d'envoi des Jeux méditerranéens de 2022, les préparatifs vont bon train. À l'instar de toute manifestation, le volet publicitaire représente le maillon d'une campagne de communication. L'Agence nationale d'édition et de publicité ANEP s'est chargée de l'opération promotionnelle de cette messe méditerranéenne. Ces panneaux à travers l'ensemble de la wilaya d'Oran ont été habillés aux couleurs de la 19e édition des JM. L'ANEP, dotée d'une expérience sans précédent, veille minutieusement à ce que le travail soit parfait et livré dans les délais. Les Jeux méditerranéens réuniront 26 pays, plus de 3000 athlètes et 24 disciplines. À cet effet, en addition à l'affichage publicitaire urbain, l'ANEP a habillé l'ensemble des structures sportives qui abriteront cette manifestation. Piscine olympique, stade olympique ou encore le village méditerranéen. L'ANEP, partenaire officiel des JM 2022, sublime l'Oranie et contribue en amont à la promotion d'Oran et au succès de cette manifestation.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al 24 News. Excellente soirée.